L'Australie exploite certains des navires de guerre les plus avancés de l'hémisphère sud, avec d'immenses navires d'assaut amphibie, des destroyers ultramodernes et des sous-marins furtifs mortels. Ils constituent un adversaire redoutable dans la guerre moderne. Mais laquelle de ces bêtes d'acier fait vraiment la plus grande différence sur le champ de bataille? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la Royal Australian Navy. Commençons par quelque chose qui prouve que la taille n'est pas tout, surtout quand on a affaire à des menaces invisibles sous l'eau. Je parle du chasseur de mines classe Huon. Tu pourrais regarder ce navire et penser que ce n'est qu'un petit bateau. Mais laisse-moi te dire, ce truc est en réalité une merveille d'ingénierie qui protège le reste de la flotte de l'une des menaces les plus mortelles de l'histoire navale, la mine marine. Maintenant, voici un fait dingue à méditer. La plupart des navires de guerre sont en acier, n'est-ce pas? Ça a du sens, jusqu'à ce que tu réalises que beaucoup de mines marines sont magnétiques. Si tu conduis un énorme aimant en acier au-dessus d'une bombe, tu vas passer une très mauvaise journée. Alors qu'est-ce que la marine australienne a fait? Ils ont construit la coque de la classe Huon entièrement en plastique, renforcée de fibres. Oui, tu as bien entendu, c'est essentiellement un bateau en plastique high-tech, mais ne te laisse pas tromper en pensant qu'il est faible. La coque est conçue pour fléchir vers l'intérieur si une mine explose à proximité, absorbant le choc plutôt que de se casser en deux comme le ferait un navire en métal. Elle crée une signature magnétique très faible, lui permettant de se faufiler près des mines sans les déclencher. Ces navires utilisent un sonar unique à profondeur variable, qui peut être descendu à des centaines de mètres dans l'océan pour trouver des objets aussi petits qu'un ballon de football. Une fois qu'ils ont trouvé une mine, ils ne lui tirent pas simplement dessus. Ils déploient ces petits véhicules télécommandés cool, appelés Double Eagle pour l'inspecter, et, si nécessaire, couper le câble ou placer une charge explosive pour la faire sauter en toute sécurité. C'est comme effectuer une chirurgie, mais le patient est une bombe et le docteur est un navire en plastique. C'est un jeu du chat et de la souris à haut risque, et la classe Huon est le chat que tu veux de ton côté. Passant des dangers cachés des profondeurs, parlons des démons de vitesse responsables de la protection du littoral massif de l'Australie, la classe Cap. Quand tu as un littoral qui s'étend sur plus de 25 000 km, tu ne peux pas simplement compter sur des géants se déplaçant lentement, tu as besoin de quelque chose qui peut sprinter. Les patrouilleurs de la classe Cap sont essentiellement les voitures de police de l'océan, mais bien plus cool et beaucoup plus lourdement armés. Ces navires ont été construits pour remplacer les anciens patrouilleurs et ils ont apporté une sérieuse amélioration en termes d'autonomie et d'endurance. On parle d'une autonomie de 0,000 milles nautiques, ce qui signifie qu'ils peuvent rester en mer pendant des semaines sans avoir besoin de retourner au port pour faire le plein. Ils sont construits en aluminium pour les garder légers et rapides, capables d'atteindre des vitesses de plus de 25 nœuds. Maintenant, tu penses est-ce que 25 nœuds, c'est vraiment si rapide? Dans le monde automobile, non, mais dans le monde maritime, spécifiquement pour un navire de cette taille, ça bouge. Leur travail principal est la protection des frontières. Ils sont constamment à l'affût de la pêche illégale, de la contrebande et des entrées non autorisées. Imagine essayer de te faufiler dans un pays et voir l'une de ces bêtes grises élégantes foncer sur toi à l'horizon. C'est définitivement un moment game over. Ils transportent 2 canots pneumatiques à coque rigide à l'arrière qui peuvent être lancés rapidement pour intercepter des navires plus petits ou monter à bord de navires suspects. Tout est question d'agilité et de présence. L'équipage sur ces bateaux travaille dur, souvent dans des mers agitées, s'assurant que les frontières maritimes sont sécurisées. Maintenant, si tu pensais que la classe Cape était cool, attends de voir la prochaine évolution dans la patrouille offshore. On passe à la classe Arafura, c'est le petit nouveau, conçu pour remplacer éventuellement les bateaux des classes Armidale et Cape, et il représente un changement massif dans la façon dont la Royal Australian Navy pense à la flexibilité. Le mot-clé ici est modularité. La classe Arafura est basée sur un design allemand, et elle est construite pour être une sorte de couteau suisse pour l'océan. Contrairement aux anciens patrouilleurs qui étaient à peu près conçus pour 1 ou 2 travaux spécifiques, la classe Arafura a de l'espace et du poids réservés pour de futures améliorations. C'est énorme parce que la technologie change si vite de nos jours. Un navire construit aujourd'hui pourrait être obsolète dans 10 ans si tu ne peux pas
le mettre à niveau, mais l'Arafura est prêt pour tout ce que l'avenir réserve. Il est significativement plus grand que les patrouilleurs qu'il remplace, mesurant environ 80 mètres de longueur. Cette taille supplémentaire lui donne une meilleure tenue à la mer, ce qui signifie que l'équipage n'est pas ballotté comme une salade dans un bol quand le temps devient mauvais. L'une des caractéristiques les plus cool est le pont d'envol. Il crée la capacité d'opérer des véhicules aériens sans pilote, essentiellement des drones, qui étendent les yeux du navire bien au-delà de l'horizon. Imagine être assis dans le centre de commandement et voir un flux vidéo en direct d'un drone à 50 km. C'est le genre de conscience situationnelle qui gagne les batailles. Cela crée un bond massif en avant dans la capacité pour les missions de police, l'aide en cas de catastrophe et le soutien général de la flotte. Ce n'est pas juste un patrouilleur, c'est une plateforme intelligente prête à s'adapter à un monde changeant. Faisons un virage serré à gauche de la poursuite des méchants vers quelque chose d'un peu plus scientifique, mais tout aussi critique. Je parle de la classe Lewin. Tu te grattes peu, être la tête en te demandant pourquoi un navire hydrographique est-il sur une liste de navires de guerre puissants. Voici le truc. Tu ne peux pas mener une guerre si tu ne sais pas où tu vas. Le fond océanique est un mystère, changeant constamment avec des sables mouvants et des obstacles sous-marins. Les navires hydrographiques de la classe Lewin sont ceux qui cartographient le champ de bataille. Si un sous-marin veut se cacher dans un canyon ou qu'une frégate doit naviguer dans un détroit peu profond, il s'appuie sur les données collectées par ces navires. Ils sont équipés de sondeurs à faisceaux multiples qui peuvent créer des cartes 3D haute définition du fond marin. C'est comme Google Maps, mais pour le fond de l'océan et bien plus précis. Ces navires transportent également des bateaux à moteur d'étude plus petits qui peuvent se détacher et aller dans des eaux peu profondes où le grand navire ne peut pas aller. C'est un crochet de rétention pour toi. Imagine un capitaine de sous-marin naviguant aveuglément sans carte. Il s'écraserait en 5 minutes. C'est pourquoi la classe Lewin est puissante. L'information et le pouvoir. Au-delà de simplement faire des cartes, ces navires sont étonnamment polyvalents. Parce qu'ils ont beaucoup d'espace pour l'équipement scientifique, ils peuvent être réutilisés pour l'aide en cas de catastrophe ou les missions humanitaires. Si un cyclone frappe une nation insulaire et détruit le port, la classe Lewin peut entrer, scanner le port pour s'assurer qu'il est sûr pour les navires d'aide, puis aider à coordonner l'effort de secours. Ils n'ont peu être pas les plus gros canons, mais ils ont les plus gros cerveaux, et dans la guerre moderne, l'intelligence est tout. D'accord, nous avons parlé des yeux et des éclaireurs, maintenant parlons de l'estomac de la flotte. Oui, je parle de la classe Supply. Tu connais le dicton ? Les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique. Eh bien, la classe Supply est le professionnel ultime. Ces navires massifs sont des pétroliers ravitailleurs auxiliaires. C'est une façon élégante de dire qu'ils sont des stations-service et supermarchés flottants combinés. Sans ces navires, les destroyers et frégates terrifiants que nous aimons tous seraient des morceaux de métal flottants inutiles après quelques semaines. La classe Supply peut transporter des millions de litres de carburant, des tonnes d'eau douce, de nourriture, de munitions et de pièces de rechange. Mais voici la partie vraiment impressionnante. Il transfère tout ce truc vers d'autres navires tout en se déplaçant en mer. C'est une manœuvre appelée ravitaillement en mer ou RAS. Imagine conduire 2 voitures sur l'autoroute à 100 km/h, côte à côte, et essayer de passer un tuyau par la fenêtre pour remplir le réservoir. Maintenant, imagine que ces voitures pèsent des milliers de tonnes et rebondissent de haut en bas dans les vagues. C'est une danse incroyablement dangereuse et précise, et les équipages de la classe Supply en sont les maîtres. Ils peuvent ravitailler 2 navires à la fois, un de chaque côté, en gardant les navires de combat pleins de carburant et de munitions. Ils permettent à la marine australienne de projeter sa puissance loin de chez elle pendant des mois. Ils étendent effectivement la portée de toute la flotte partout dans le monde. De plus, ils sont armés de systèmes d'armes rapprochés phalanx pour l'autodéfense. Donc ils ne sont pas exactement des canards assis sans défense.
Maintenant, nous entrons dans les poids lourds. Regardons le HMAS Schul L100. Ce navire est une bête absolue, et il a en fait un peu d'accent britannique métaphoriquement parlant, parce qu'il a été acheté au Royaume-Uni. C'est un transport de chaland, de débarquement, et son travail principal est de déplacer une quantité ridicule de trucs de la mer vers le rivage. Quand je dis trucs, je veux dire des chars, des camions, des hélicoptères et des centaines de soldats. Le HMAS Schul a un pont d'envol massif, qui peut gérer des hélicoptères de transport lourds, mais la vraie magie se passe à l'arrière. Il a un radier inondable, essentiellement l'arrière du navire s'ouvre, l'eau se précipite dedans et les péniches de débarquement peuvent sortir directement du ventre du navire pour prendre d'assaut la plage. C'est comme quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Cette capacité le rend inestimable pour les assauts amphibies, mais aussi pour l'aide humanitaire. Quand tu dois amener de l'équipement lourd dans une zone sinistrée où il n'y a pas de port fonctionnel, le HMAS Schul est le navire que tu appelles. Il peut transporter plus de 300 soldats normalement, mais en cas de crise, il peut être surchargé pour en transporter beaucoup plus. Il est remarquablement automatisé aussi, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'un équipage énorme pour fonctionner comparé aux anciens navires de sa taille. La polyvalence ici est hors norme. Il sert de plateforme de commandement, transporteur de troupes, base d'hélicoptères et cargo, le tout en un. Il donne à la marine australienne la capacité de projeter la force sur Terre, ce qui change la donne. C'est le pont entre l'océan et le champ de bataille. Tu ne voudrais définitivement pas voir cette silhouette à ton horizon si tu étais l'ennemi, parce que tu sais qu'une armée arrive juste derrière. Entrant maintenant dans les combattants de premier rang, nous avons l'épine dorsale de la flotte australienne, la classe Anzac. Ces frégates ont été les chevaux de bataille pendant des décennies, mais ne les appelle pas vieilles. Appelle-les expérimentées et fortement améliorées. Basée à l'origine sur un design allemand, la marine australienne a modifié ses navires tellement qu'ils sont dans une catégorie à part. L'amélioration la plus significative est le programme AMCAP. Ils ont essentiellement coupé les navires en deux et installé de nouveaux mâts et systèmes. Le joyau de la couronne est le radar CEA phare. C'est une technologie développée en Australie et elle est vraiment de classe mondiale. C'est un radar à réseau phasé actif qui peut suivre plusieurs cibles simultanément avec une précision incroyable, des missiles supersoniques aux avions volant à basse altitude. Il a transformé la classe Anzac d'une frégate standard en une sérieuse plateforme de défense aérienne, armée d'un canon principal de 127 mm qui peut fracasser des cibles à des kilomètres, et de missiles anti-navires Harpoon qui peuvent couler des navires au-delà de l'horizon. Ce navire frappe fort. Il transporte également le missile Evolved 6 Sparrow pour abattre les menaces entrantes. Mais ce n'est pas seulement une question d'armes, c'est une question de fiabilité. La classe Anzac a été déployée partout, du golfe Persique au Pacifique. Ils sont robustes, éprouvés, et les équipages les connaissent sur le bout des doigts. Ils transportent un hélicoptère Seahawk, qui étend leur portée pour la garantie sous-marine. C'est l'exemple classique de prendre un bon design et le rendre excellent grâce à l'innovation. Ces navires sont les dents de la marine, patrouillant constamment et prêts à se battre à tout moment. Préparez-vous, parce que les choses deviennent massives. Nous sommes arrivés à la classe Canberra. Ce sont les plus grands navires jamais construits pour la Royal Australian Navy. Ce sont des porte-hélicoptères d'assaut, ou LHD, et franchement, ils ressemblent à de petits porte-avions. Quand tu en vois un dans le port, il domine l'horizon. Le pont d'envol a une rampe de tremplin de saut à ski à l'extrémité. Maintenant, actuellement, l'Australie opère des hélicoptères depuis celui-ci, mais cette rampe est un clin d'œil à l'héritage espagnol du design, où il a été construit pour lancer des jets à décollage vertical. La classe Canberra est une ville flottante. Elle peut transporter plus de 1000 soldats avec leurs véhicules, chars et fournitures. Comme le Schul, il a un radier à l'arrière pour lancer des péniches de débarquement, mais à une échelle beaucoup plus grande. Mais voici le crochet de rétention qui surprend les gens. C'est aussi un hôpital flottant. Il a 2 blocs opératoires, une clinique dentaire et des services de soins intensifs. Dans une guerre ou une catastrophe massive, ce navire peut stationner au large des côtes et fournir des soins médicaux comparables à un hôpital sur Terre. Stratégiquement, ces navires sont les vaisseaux amiraux. Ils commandent la flotte. Ils peuvent lancer un essaim d'hélicoptères pour chasser les sous-marins ou transporter des troupes. La simple présence d'un navire de classe Canberra change le calcul géopolitique dans la région. Il dit « Nous sommes là
et nous avons amené toute la cavalerie. C'est un outil de projection de puissance qui place l'Australie dans un club très exclusif de nations capables d'opérer des navires de cette ampleur. Si la classe Canberra est le muscle, la classe Hobart est le bouclier et l'épée combinée. Ce sont des destroyers de guerre aérienne et ils sont sans doute les navires de combat les plus avancés et les plus mortels que l'Australie ait jamais possédés. Basés sur le design espagnol F-Cent, ces navires sont construits autour du système de combat Aegis. Aegis est légendaire. C'est un système américain qui utilise des ordinateurs et des radars puissants pour suivre et détruire les missiles et avions ennemis simultanément. La classe Hobart est conçue pour protéger la flotte, en particulier les grands navires de classe Canberra, des attaques aériennes. Ils ont l'air futuristes, avec des angles nets pour réduire leur section radar, les rendant plus difficiles à détecter. Mais quand ils veulent être vus, ils apportent la chaleur. Ils sont équipés d'un système de lancement vertical à 48 cellules. C'est essentiellement un silo caché dans le pont qui peut tirer un mélange de missiles SM-2 pour abattre des avions à des centaines de kilomètres et des missiles ESSM pour les menaces plus proches. Ils ont récemment annoncé des plans pour les équiper de missiles de croisière Tomahawk, ce qui signifie que ces destroyers seront capables de frapper des cibles terrestres à des milliers de kilomètres à l'intérieur des terres. C'est un bond massif dans la capacité offensive. Ils ont aussi un canon de 127 mm et des torpilles pour les sous-marins. La classe Hobart est le garde du corps que tu veux quand tu marches dans une ruelle sombre. Elle est intelligente, rapide et incroyablement dangereuse. Et enfin, nous atteignons la place numéro 1, le chasseur silencieux des profondeurs, le sous-marin de classe Collins. Tu te demandes peut-être pourquoi un sous-marin diesel électrique prend la première place devant les destroyers massifs. Voici le secret, la furtivité est l'arme ultime. La classe Collins est largement considérée comme l'un des sous-marins les plus silencieux au monde. Dans les jeux de guerre, les sous-marins diesel électriques, comme le Collins, ont notoirement coulé des porte-avions nucléaires massifs parce qu'ils sont si silencieux quand ils fonctionnent sur batterie que le sonar ne peut tout simplement pas les entendre. Ce sont les ninjas de la mer. Alors que l'Australie se dirige vers des sous-marins à propulsion nucléaire à l'avenir avec l'accord AUKUS, en ce moment, le Collins est le prédateur Apex. Ces sous-marins sont énormes pour des sous-marins conventionnels déplaçant plus de 3000 tonnes, ce qui leur donne l'autonomie pour patrouiller profondément dans les océans Pacifique ou Indien. Ils sont armés de torpilles lourdes qui peuvent briser le dos d'un navire en un seul coup et ils peuvent également lancer des missiles Harpoon en étant submergés. L'impact psychologique d'un sous-marin est inégalé. Juste le soupçon qu'un Collins pourrait être dans la zone force, une flotte ennemie a changé toute sa stratégie. Ils doivent ralentir, allumer le sonar actif et gaspiller des ressources à chasser un fantôme. La classe Collins a une histoire difficile avec la maintenance dans les premiers jours, mais aujourd'hui, ils sont un atout puissant, mortel et stratégique qui garantit que personne ne prend les eaux australiennes à la légère. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la Royal Australian Navy. Laquelle de ces machines t'a vraiment impressionné ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu veux voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.